RCF Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Et place à Jean Pouly. Bonjour Jean. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui on parle d'Internet et des rencontres amoureuses. Ben oui, on a vu la semaine dernière que le numérique reliait les hommes, la religion, et après tout, il relie aussi les hommes et les femmes, comme en témoigne le succès fulgurant des sites de rencontres. Je ne vais pas tous les citer. Mais en même temps, un récent ouvrage du journaliste Dan Slater qui s'appelle « L'amour au temps des algorithmes » met à jour en fait certaines limites quand même dans ce processus de rencontre amoureuse. Et c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu explorer le sujet. Alors, quelles nouveautés apportent les outils numériques et les réseaux dans la rencontre amoureuse ? En fait, la plus grande innovation, selon moi, qu'apportent ces outils numériques et Internet, donc les réseaux, par rapport au mode traditionnel de rencontre, que ce soit avant au bal du village, jusqu'aux mythiques petites annonces, en n'oubliant pas notre Minitel, puisque nous avions un Minitel, même un Minitel rose. C'est surtout, selon moi, la puissance de calcul, la finesse d'analyse, et surtout le nombre de profils possiblement accessibles, et très rapidement, car nous le verrons, en fait, les fonctions de ces outils ressemblent de près à ce que faisaient les marieuses dans l'ancien temps ou les agences de rencontres. En fait, les outils numériques et les réseaux sociaux permettent à la fois en fait la sophistication du profilage. Donc on peut avoir effectivement un profil beaucoup plus fin de la personne que l'on souhaite rencontrer. Donc la facilitation de la mise en relation de pair à pair. Et donc aussi un nombre de rencontres beaucoup plus importantes qu'avant. Alors le profilage, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement sélectionner avec tout un tas de critères de plus en plus fins la personne que l'on souhaite rencontrer. Donc on avait déjà ici parlé à cette antenne des technologies de pair à pair ou de peer-to-peer pour l'échange de fichiers musicaux, pour le covoiturage, pour ce qu'on appelle le couchsurfing, dormir chez l'habitant, etc. Et ça marche aussi pour rencontrer quelqu'un. Et quand les profils vont bien ensemble, on peut se rencontrer. Voilà, donc le nombre, évidemment, est exponentiel parce que ces plateformes ont un succès très important. Et on peut aussi, grâce à la géolocalisation, rencontrer rapidement des gens. Mais il y a forcément des limites à cette mise en relation numérique, non ? Effectivement, à travers justement ce profilage très sophistiqué, il y a une sorte d'illusion, j'allais dire, du risque zéro ou de la personne idéale, en fait. Dans un processus assez narcissique, l'internaute, en fait, va projeter virtuellement un petit peu son double idéal en se disant, voilà, je voudrais quelqu'un qui soit exactement comme ci, comme ça. Et l'illusion que cette personne existe, puisqu'il y a un potentiel sur Internet très important. Donc, en fait, les technologies ont tendance à nous faire fantasmer quelque part un partenaire idéal qui, par nature, n'existe pas. Et alors cela n'est pas totalement nouveau parce que aujourd'hui on a des échanges de mails assez enfiévrés, mais ça ressemble en fait aux échanges épistolaires qu'on connaissait avant et qui regorgent dans la littérature en fait. On avait exactement la même chose, cette idéalisation de la personne qui était à distance. Alors pour moi la véritable différence me semble résider plutôt en fait dans l'accélération des processus de communication qui faisait qu'avant on s'envoyait une lettre par mois ou une lettre par semaine éventuellement ou par jour avec la poste. Avec les nouvelles technologies, ça peut être 50, 100, 200 textos par jour et des mails constants. Et il y a une sorte d'addiction aux messages qu'on va recevoir avec une tendance à l'angoisse justement des protagonistes qui rentrent dans l'attente de l'email qui va arriver, etc. Et c'est finalement peut-être plus la quantité que la qualité. Et puis, un autre biais, à mon avis, c'est l'extension du nombre de rencontres possibles permises par les réseaux sociaux. Et ça, c'est toujours Dan Slater dans son ouvrage qui nous le dit, qui favorise un certain zapping, en fait, des partenaires, que l'on sait dès le départ imparfait, mais après tout, les utilisateurs préfèrent dans ce cas accumuler, en fait, une somme d'expériences imparfaites que de s'accrocher au mythe de l'âme sœur ou du prince charmant. Et enfin, et c'est sans doute selon moi le biais le plus important, les différents attributs des technologies que je viens de vous décrire ont souvent pour conséquence de rendre le passage en fait au réel beaucoup plus difficile. Plus la relation virtuelle en fait s'installe dans le temps, plus la tentation est grande de s'y installer entre guillemets pour ne pas se confronter aux défauts du réel, à ses aspérités, à son imperfection, à faire face en fait à nos émotions et donc à l'apparition de notre corps. D'où le risque ensuite d'une certaine déception face à la réalité
une fois que la rencontre physique se concrétise. Alors, est-ce que Internet ne serait pas un peu un tue-l'amour, amour avec un grand A? Peut-être, mais enfin de ce point de vue, moi je trouve que non, parce que finalement, quand on compare aux autres types de mise en relation, je les ai décrites, le numérique et les réseaux Internet, en fait, se mettent au goût du jour de l'époque et facilitent plutôt les échanges et les mises en relation, donc c'est plutôt un progrès. Je pense plutôt que c'est plutôt les injonctions de réussite, de perfection qui sont véhiculées par les médias, les magazines, le cinéma, qui mettent la pression sur les différents amants. Mais les sites de leur rencontre, malgré leurs défauts, ont toujours démontré en fait leur utilité, leur efficience, même si certains leur reprochent justement de mettre de côté un peu le côté magie du hasard, de la coïncidence, puisque les profils sont de plus en plus précis. Ce qui est d'ailleurs contestable, parce qu'on peut toujours dire que le hasard peut se faufiler aussi dans les réseaux. Par contre, et c'est peut-être là le bémol, mais c'est un autre sujet, je pense qu'Internet, les smartphones, les tablettes qui se sont beaucoup diffusés, me semblent plus dangereux comme une sorte d'écran entre les êtres humains, à l'intérieur même des couples, coupant la qualité des communications et réduisant leur nombre et leur fréquence. Il me semble que, comme dans d'autres domaines, on l'a abordé aussi, les technologies doivent avant tout servir les relations humaines et non s'y substituer. Et si le média devient le message, comme le disait le prophétique McLuhan, alors là ça commence à déraper. Et si le média fait obstacle à une véritable communication, alors oui, Internet peut devenir un tue-l'amour. Et je conclurai d'abord en vous invitant à regarder ce soir sur Arte un excellent téléfilm qui s'appelle E-Love, qui traite pile du sujet, voilà, de la rencontre amoureuse par Internet. C'est sur Arte ce soir à 20h50. Exactement, j'ai pas fait exprès. Et je dirais simplement que, on peut dire merci à Internet d'avoir peut-être simplifié la vie amoureuse de certains, mais qu'on peut peut-être souhaiter que les choses de l'amour, elles, restent compliquées. L'amour au temps des algorithmes, c'est donc un livre signé par le journaliste Dan Slater. J'aime beaucoup cette formule. Merci beaucoup Jean Pouly d'avoir été avec nous. On retrouve bien sûr comme chaque semaine cette chronique sur Internet, rcf.fr. À bientôt.